Si vous étiez avec moi le 12 juillet 98, aux alentours de minuit, dans les rues de Dijon, vous auriez pu me voir avec une louche et une casserole pourtant solides et qui n'ont pas à réchapper de mon hystérie du moment, hystérie collective. 12 juillet 98, c'était évidemment la France qui venait de battre le Brésil 3-0 pour la Coupe du Monde. Et ce qui nous a rendus tous hystériques, je crois, c'est surtout le troisième but qu'on attendait plus, c'était vraiment le cadeau. L'auteur du troisième but, il a décidé de venir faire une petite étape dans VIP. Alors je suis vraiment très flattée, très heureuse de recevoir dans VIP Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, bonjour. Bonjour. Je crois qu'on va toujours vous ramener. Dieu sait que vous avez une belle carrière, hein, que ce soit à l'AS Monaco, que ce soit à l'Arsenal et dans d'autres clubs. Mais ce but-là, ce moment-là, je crois que toute votre carrière se recentre sur cet instant-là. C'est vrai que c'est un petit côté réducteur, mais je comprends, hein, vu la performance que l'on a fait ce jour-là, et aussi l'impact que ça a eu, d'une façon sociétaire, on va dire. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, maintenant, vous avez l'habitude maintenant. Pour les érudits, pour ceux vraiment qui sont connaisseurs de foot, ils savent très bien qu'il y a eu d'autres choses aussi qui ont ponctué ma carrière. Donc, bien sûr. Mais au contraire, je préfère qu'on me parle de la Coupe du Monde 98 que plutôt que de la grève dans le bus de Nice-Na, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Vous vous intéressez aujourd'hui, vous êtes sorti du football professionnel, on va raconter dans 2 minutes ce que vous faites aujourd'hui, mais vous êtes toujours évidemment attentif à ce qui se passe dans ce milieu-là. Très. Alors, au jour où nous enregistrons cette émission, vous n'êtes pas sans savoir que Montpellier vient de France, vient de battre Auxerre. Oui. Qui en plus est relégué en 2e division. Pour ma région, la Bourgogne, c'est un drame. Hein. Dijon aussi. Et Dijon en plus. Voilà, on a 2 clubs qui viennent d'être relégués. On peut parler d'actualité un petit peu comme ça. Vous êtes content que ce soit Montpellier, le loup de Montpellier. Enfin bon, voilà. Je suis content. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde on va dire, la bonne majorité des Français qui s'intéressent au football a plutôt tendance à dire que le Paris Saint-Germain, avec les capitaux démesurés qu'ils ont, avec les Qataris qui sont à la présidence. Ça y est, on parle d'argent. Hein. Ça fait pas 2 minutes que l'émission a commencé. Souvent, on dit toujours qu'on préfère voir le deuxième gagner parce qu'on lui trouve toutes les qualités que n'a pas le leader. Et je suis content dans le sens où, dans le foot business aujourd'hui, qui écrase un petit peu toutes les valeurs que l'on véhicule, que Montpellier, qui est un club formateur, avec un projet sportif bien établi depuis très longtemps, avec des hommes toujours les mêmes en place, une belle cohérence, et surtout que j'ai beaucoup une amitié quand même assez certaine et très ancrée avec René Girard, qui a été mon entraîneur également en équipe de France, quelqu'un que je respecte beaucoup. Donc je suis très content pour eux, pour le travail effectué depuis une trentaine d'années. Oui. Ouais. D'argent, on va en parler, mais heureusement pas uniquement. Il y a quelques années, parce que mine de rien, ça fait quand même 14 ans, la Coupe du Monde. 14 ans. Ça passe. Hein. Ça passe, oui, ça passe très vite. Il y a quelques années, pour, entre guillemets, le 10e anniversaire de cette victoire, vous aviez sorti un livre. Oui. Emmanuel Petit, qui porte très bien son nom, À fleur de peau, préfacé par Arsène Wenger, on va y venir, c'était aux éditions Prolongation. Donc ce livre a déjà 4 ans et l'idée de ce livre, c'était de revenir sur le footballeur que vous avez été, mais plus largement sur l'homme. Comment le footballeur, Emmanuel Petit, professionnel, comment vous l'analysez, vous, aujourd'hui, ce footballeur ? Je pense que si j'avais eu les connaissances, la sérénité et le recul que j'ai aujourd'hui, ça m'aurait évité de dire pas mal d'âneries. Et au lieu de parler, de plutôt agir. Il y avait un côté très rebelle quand même chez vous. Très très rebelle dès le départ, puisque je ne vais pas vous dire quelque chose que vous ne savez pas, mais en France on aime bien caser les gens, leur mettre des étiquettes, et c'est vrai que je me suis évertué pendant toute mon enfance à sortir justement de ces cases, de ces étiquettes, à pouvoir m'émanciper par moi-même et trouver un petit peu ma voie. Et c'est vrai que c'était à mes risques et périls parce que j'avais un caractère un petit peu, on va dire, surdimensionné et avec une sensibilité aussi, comme je dis, à fleur de peau. Donc ça n'a pas facilité les choses dans une région aussi en Normandie qui a énormément de qualités mais aussi qui a un défaut qui est quand même assez pesant. On a une pudeur qui est très ancrée. Et on ne fait pas souvent parler, on ne parle pas souvent de ses sentiments, de son ressenti. Donc, quand vous mixez le tout un petit peu, il suffit qu'il y ait une connotation un peu explosive et d'un seul coup, vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt à exploser. Quoi. Mais ça donne beaucoup d'incompréhension. Exactement. Effectivement. Donc aujourd'hui, vous dites, tiens, j'aurais pu être plus calme, plus posé, plus serein, moins bavard. Peut-être plus direct, plus clair dans ce que je voulais. C'est un de mes regrets justement dans le livre, c'est que je n'ai pas su aller, ou je n'ai pas pu
aller en profondeur sur certains sujets qui me sont très importants. Ça a été du saupoudrage par moments. On a survolé un petit peu certains thèmes qui pour moi sont quand même très importants dans ma vie de tous les jours. C'est un livre de footballeurs pour les footballeurs, Oui. vous diriez ça? Pas seulement. Pas seulement, parce que moi, très honnêtement, ça m'a intéressé, moi. Oui, mais je voulais absolument, j'étais obligé de faire un passage sur ma carrière, mais en même temps, je voulais que les gens ressortent avec l'idée de découvrir justement une personne à travers le sportif. Arsène Wenger, vous connaissez bien, hein, dans sa préface, dit 2-3 choses sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir. Il dit, avec lui, la demi-mesure n'a pas sa place, c'est blanc ou noir, jamais gris. Jamais gris, voilà. Il est prêt à aller jusqu'au bout, il ne fait jamais semblant. Je ne sais pas comment je dois le prendre, si c'est plutôt une qualité, non? C'est une qualité. Sa droiture force d'ailleurs le respect, c'est la phrase d'après. Parce que à vous entendre lire, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté réducteur quand même. J'ai l'impression qu'avec moi, il n'y a pas de consensus, on n'arrive pas à une certaine diplomatie, alors qu'en fait, je suis tout le contraire, je suis tout l'opposé. Alors peut-être que ma vie est faite justement de quiproquos, de compromis. Alors c'est pareil, quand il dit c'est un homme plus attiré par les challenges que par l'amour du jeu. Exactement. Alors c'est vrai que quand on lit le livre, c'est pas exactement ce qu'on ressent. Je suis un compétiteur. On sent l'amour du jeu quand même, parce que quand à la fin vous terminez blessé et que vous ne pourrez pas revenir sur un terrain, on sent que c'est douloureux quand même. Exactement. Non, je suis un réel passionné, mais je suis un petit peu comme une abeille. Une abeille. Oui, c'est-à-dire que je me balade un peu à droite et à gauche. Dès que quelque chose me touche, où il y a une sensibilité qui se dégage, et qu'il y a une passion qui est générée derrière, là vraiment je rentre en profondeur. Mais c'est vrai, pour revenir à ce que vous disiez, c'est plus l'aspect compétition. C'est-à-dire que si quelqu'un dans la rue va me lancer un défi, je serai prêt à le relever, même si je sais que je suis complètement à côté de la plaque. C'est ça qui me plaît, moi. C'est à travers justement les défis que l'on relève que l'on connaît justement la grandeur d'âme d'une personne. Alors Arsène Wenger dit également dans sa préface, on sent qu'elle a été travaillée cette préface quand même, hein, il ne l'a pas faite rapidement comme ça en passant. Oui. Hein. Ses relations avec le football ont toujours oscillé entre amour et haine. Oui. Le foot lui a pompé beaucoup d'énergie tout en l'épanouissant en tant qu'homme. Son histoire personnelle avec le foot n'a jamais été simple. Et ne sera jamais un long fleuve tranquille. Jamais simple, exactement. C'est bien vu là. Oui, mais il aurait pu tout simplement décrire ma vie, parce qu'en fait c'est ma vie tout court. Ma vie, comme je vous ai dit, est faite de contradictions en permanence. Je suis quelqu'un qui a... Pourtant, mon jeu sur le terrain n'était pas fait de contre-pied, mais je suis capable de formidables contre-pieds dans la vie de tous les jours. Donc, je suis souvent là où on ne m'attend pas. C'est une marque de fabrique, ça aussi. Oui, mais ça vous montre un petit peu le malaise que vont pu ressentir des gens vis-à-vis de moi dans ma carrière ou même en dehors de ma carrière. Alors, on va écouter la première des 2 questions de cette émission qui ne seront pas de moi. Il y a quelques semaines est venu dans ce beau fauteuil rouge qui nous vient d'Angleterre. J'espère que ça vous touche, vous qui aimez tellement l'Angleterre. C'est pas un Chesterfield, mais bon. Ah, désolé. On a Jean-Paul Lacombe, le cuisinier lyonnais, bien connu de Léon de Lyon, qui est venu et qui a une question à vous poser, à vous, Emmanuel Petit. Elle ne s'adresse qu'à vous. Vous allez voir qu'elle ne peut pas s'adresser à beaucoup de monde à part vous. Alors on va l'écouter, c'est la question de VIP à VIP. Cher Emmanuel Petit, je suis vraiment très honoré de pouvoir vous poser une question parce que la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez en train de courir au Stade de France et vous aviez marqué le 3e but. Car en effet, j'ai eu la chance d'être dans les tribunes le jour où vous avez gagné la Coupe du Monde. Donc c'était pour tout le public beaucoup d'émotions. Mais moi, je voudrais tout simplement savoir, alors que c'était déjà pratiquement gagné, vous venez conclure, poignarder avec un 3e but qui restera dans toute l'histoire. Ce que vous avez ressenti ce jour-là, c'était tellement beau, tellement grand. Donc bravo. Et qu'avez-vous ressenti? Regardez, comme 14 ans après, on voit qu'il revit le match et ce but... C'est fou, hein, dans ses yeux qui pétillent à Jean-Paul Lacombe, et merci pour cette question Jean-Paul, on voit qu'il revit le match à ce moment-là. C'est très joli. Moi je revois l'action, exactement depuis le départ, depuis le corner, le dégagement de notre propre défense, la montée avec Christophe Dugarry, Patrick Vieira et moi-même, ponctué par le but, la passe de Patrick. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Eh bien, je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Probablement le fait d'avoir été papa pour la première fois. Ah, ce sont 2 expériences qui peuvent, en intensité en tout cas, se comparer.
Vous savez, Monsieur est le papa de 3 savez, petites filles. Shakespeare, qu'on a eu un temps de mal à identifier, Oui. encore aujourd'hui d'ailleurs, et il a dit une phrase qui est extrêmement vraie. To be or not to be, être ou ne pas être. C'est le problème de l'existence de chacun d'entre nous. C'est de faire de notre vie quelque chose justement de constructif, avec un but, avec des objectifs. Être ou ne pas être, exister pour vivre ou vivre pour exister. Ce que j'ai ressenti le jour que j'ai marqué ce 3e but lors de la finale, un sentiment d'existence incroyable. Comme si j'étais au centre de l'univers. C'était un peu ça à ce moment-là. C'était un quand peu même. ça, tous les regards étaient braqués sur nous, il y avait 1 milliard de personnes qui regardaient la finale. Mais en faisant abstraction du côté médiatique des gens, ce sentiment, ce bien-être, un sentiment de puissance, comme si il y avait une sérénité, une plénitude qui vous envahissait, vous étiez... vous savez, j'en parle dans le livre, mais il y a très longtemps, dans ma jeunesse, j'ai fait des rêves prémonitoires. Oui. On fait tous des rêves prémonitoires, et des fois on y accorde de l'importance ou pas, et puis à un moment donné, 10 ans après, vous vivez une action, et il y a un flash qui vous revient, vous dites mais j'ai déjà vécu, je sais ce qui va se passer derrière. J'avais dit que quand j'étais petit, la France organisait la Coupe du Monde en France, jouerait une finale contre le Brésil et gagnerait 2-0. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout ça, c'est que je suis monté de ma défense, je me suis senti comme si quelqu'un me parlait, je me suis senti pousser des ailes, alors qu'on gagnait 2-0, il restait quelques minutes, on fermait derrière, on était champion du monde, ça ne changeait rien du tout. Mais quelque chose m'a emporté, justement à ce moment-là, comme si mon destin était lié justement à cette dernière action du match. Et ce qui n'est pas faux d'ailleurs, c'est juste que quand vous étiez petit, ce rêve, vous vous êtes réveillé un tout petit peu trop tôt, quoi. Oui, j'ai raté la but. fin, le générique de fin. Oui. Il y a, on entend dans ce que vous dites la notion d'accomplissement. Et l'une des premières phrases qui vous est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est « Voilà Olivier ». Oui. C'est fait. Alors on va peut-être parler d'Olivier, parce qu'Olivier, c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Vous étiez 3 frères. Et Olivier, c'était le grand frère. L'aîné, oui. Le souffre-douleur un peu de plus petit aussi, parce que Oui. lui casser le bras avec une barre en fer, c'est vraiment pas sympa. On joue au foot. Bah ouais, mais quand même Emmanuel Petit, je veux dire, le grand frère qu'on admire, et vous lui cassez le bras avec une barre en fer. En plus, Non, il n'a rien dit aux parents pour pas que vous improvisé fassiez... un match de hockey Ouais. en période d'un grand hiver et ça s'est mal passé, il y a eu un chamaillement et puis voilà, ça s'est terminé en bourre-pif. D'accord. Mais il est sympa parce qu'il n'a rien dit aux parents quand même, pour pas que ses 2 petits frères se fassent... Mais il a quand même eu un plâtre après. Donc, Ouais. On va en parler d'Olivier. Pour en parler, vous avez gentiment accepté de nous apporter Oui. un objet qui vous est très très cher. Alors je ne suis pas fétichiste à la base, mais c'est un pantalon de jogging. Je vous avoue, c'est la première fois qu'on m'apporte un pantalon de jogging Oui, comme je objet. sais, c'est pour ça. J'ai le droit de le regarder? C'est des contre-pieds en permanence, je vous avais dit ça tout à l'heure. Voilà, d'homme, je précise, Oui, bleu marine, classique. Alors mon frère, avant de décéder, c'était un très très bel homme. Il avait une 20aine d'années. C'était le bourreau des cœurs de toutes les filles du quartier. Et il était destiné à un grand avenir puisqu'il était très très intelligent. Il avait déjà des études très très avancées, très poussées. Très bon footballeur aussi. Lui, Très il n'a bon pas footballeur, voulu, mais vraiment plus porté vers les études. Ouais. Il n'a pas voulu poursuivre professionnellement, mais... Et ce bas de survêtement est très symbolique parce qu'il m'a suivi pendant toute ma carrière. Parce que le jour de la mort de mon frère, il est décédé sur un terrain de football. Rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme. Si jeune. Et 2 ou 3 semaines après, j'ai signé mon premier contrat pro. Donc j'ai considéré, ça explique aussi pourquoi j'ai eu ce sentiment un petit peu de rébellion vers mon milieu, dans un milieu extrêmement narcissique, replié sur lui-même, avec des semblants de famille en permanence, où pour moi, ça a été comme si quelque chose de divin l'avait pris pour me permettre d'être footballeur et d'accomplir mon rêve. Parce que vous pensez que... Parce que lui, de toute façon, n'allait pas être footballeur, mais que vous vous êtes en tout cas appuyé sur son décès pour nourrir votre rage ça m'a de mis vaincre. Une rage, une haine incroyable, incommensurable. Ça a été... j'ai été une météorite dans le football français. Dans l'espace d'1 an et demi, j'ai été en équipe de France A. Regardez aujourd'hui, l'ossature de l'équipe de France est composée essentiellement que de joueurs entre 20 et 25 ans. À mon époque, c'était extrêmement rare d'avoir un joueur de 25 ans. Alors moi, j'avais 18 ans, donc imaginez-vous, j'étais le seul jeune joueur de l'équipe. J'avais une rage à l'intérieur de moi. Je voulais bouffer le monde, en fait. Je voulais crier à tout le monde de mon mal-être, en fait.
Est-ce que c'est pour, on peut dire vraiment avec le recul aujourd'hui, que c'est pour Olivier que vous avez fait cette, pour vous évidemment. C'est pour mais ma famille en général. pour Olivier, ça a vous avez été fait l'effet cette, déclencheur, ouais. mais j'ai toujours, parce qu'en fait j'ai mené avec mon deuxième frère, pas Olivier, David. On a été vraiment des bourreaux pour mes parents. Ils sont passés par toutes les cases inimaginables. 3 garçons, parce que vous ne rouliez pas sur l'or en famille, 3 garçons qui dormaient Famille dans la même modeste, chambre. Famille modeste. Ouais. Non, au tout début, on avait tous les 3 dans la même chambre, mais on n'était pas non plus des Thénardier, donc on était bien quand même. On avait un équilibre parfait entre nos parents, et même si on avait des revenus modestes, on ne manquait de rien non plus. Donc, À un moment, vous dites quand même que c'était pas évident de faire 2 C'était repas pas corrects par jour à la maison. Ma mère m'en veut beaucoup Ah bah d'avoir ça, dit ça. je m'en doute. D'ailleurs, vous le dites, ma mère va m'en vouloir, puisque je vais le dire. Ouais. Et ça a été, oui, non, mais j'ai eu une enfance heureuse. Heureusement qu'on n'habitait pas dans une grande métropole, une grande ville, parce que je pense qu'on aurait pu bifurquer ailleurs. Oui, parce que Aller sur des vous terrains avez un peu plus flirté pentus, ouais. un petit peu avec La délinquance. la oui. délinquance quand même. Même carrément, puisque on a quand même, on a commis des actes quand même très répréhensibles aujourd'hui. On serait passible, même si on était mineur, mais on pourrait aller en prison. Oui. Ouais. Donc il s'en est fallu finalement de pas grand-chose, quoi. C'est Il a parce fallu à un que moment donné le foot que, a marché. si vous voulez, le foot a marché, et ça a été pour moi une révélation, parce que à travers le football, je me suis rendu compte que mes parents étaient contents, qu'il y avait une certaine fierté. J'étais très performant tous les week-ends sur le terrain, comme mes frères d'ailleurs. Mais j'avais un sentiment vraiment d'exister à travers le football, et ça me procurait un bien-être intense, parce que je rendais mes parents fiers en fait. Et ça a été l'effet déclencheur quand je voyais que la police venait me chercher à l'école, que j'étais maison de redressement, des choses comme ça, où je passais mon temps à me battre avec les forains à la sortie de l'école, les cambriolages, des choses comme ça. Au bout d'un moment, quand on voit la détresse dans les yeux de ses propres parents, quand on ne fait que du mal autour de soi, on a une opinion de soi-même également qui est très négative. Donc, à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, il faut que tu arrêtes, quoi. Il faut que tu changes. Et ça se fait facilement, ça? Pas vraiment, non. Parce que quand on est entraîné dans des mauvais coups, voilà. Ça se fait à partir du moment où on aime les gens autour de soi. Où il y a quand même une part d'humanité en soi. On a le droit de faire des bêtises, on a le droit de commettre des erreurs, mais il faut apprendre de ces bêtises, ces erreurs. Et surtout, plus loin que l'apprentissage de ces erreurs, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est le désespoir que l'on peut semer autour de soi, ou le bonheur. On a la possibilité chaque jour, on doit faire des choix, et on a la possibilité justement de prendre le mauvais chemin ou le bon chemin. Des fois, on ne se rend pas compte tout de suite, mais on a toujours la possibilité de rectifier le tir. Et j'ai jamais éprouvé le besoin justement de faire plaisir aux gens autour de moi pendant une certaine période, jusqu'au moment où j'étais vraiment fatigué de voir autant de désespoir autour. Ça me rendrait triste en fait. Vous n'êtes pas beaucoup allé sur la tombe d'Olivier? Non. Pourquoi? 2 fois, c'est tout, depuis sa mort. Dont une fois le lendemain le 13 juillet 98. Oui. Même le jour de son enterrement, je n'ai pas regardé le cercueil. Mais vous tourniez le dos. C'est parce que vous savez qu'il n'est pas là? J'ai un rapport avec la mort, même avec la religion, qui est un peu bizarre. De ne pas avoir assisté. J'étais aux obsèques, j'étais la seule personne à tourner le dos à tout le monde, à regarder la nature. Je ne voulais pas avoir comme image les dernières images, justement, la mise en bière de mon frère. Et je sais que mon deuxième frère a dû reconnaître et passer aussi par le passage de la morgue. Moi, je ne suis pas allé. Je sais que ça l'a très marqué. Et puis il était là en plus sur le Il terrain était sur au le moment terrain où au c'est moment arrivé. de sa mort. Ouais. Donc je sais que ça l'a très marqué. Donc moi, je préfère garder les dernières images, des images plus positives, on va dire. Vous avez reçu quelle éducation religieuse, Emmanuel Petit? J'ai été... il me semble que j'ai été baptisé. Ah, vous n'êtes même pas sûr? Non, vous C'est savez, fou, non. ça. C'est pour ça. Nous Effectivement. sommes ici à la chaîne KTO. Ah ouais. Je sais que c'est une chaîne catholique. J'éprouve beaucoup de respect pour la religion d'une façon générale. Mais je trouve qu'aujourd'hui,
la religion qui est faite pour unifier les gens ne fait Oui, que... religuer, ça veut dire relier, tout à fait. Exactement, unifier les gens. Aujourd'hui, cette même religion est utilisée justement pour écarter les uns les autres. Donc, même, j'adore les églises. Ah bon? J'adore tous les monuments justement à caractère religieux, que ce soit les mosquées, les églises, tout ça. Je trouve qu'il y a un côté divin, une divinité qui s'en dégage. Ça veut du dire quoi, charisme. que vous rentrez dans ces Beaucoup de édifices, respect, beaucoup de vous respect. entrez pour prier ou... Non, je rentre, je ne sais pas prier. Je ne sais pas ce que ça veut dire prier. Par contre, j'éprouve quelque chose de particulier lorsque je rentre dans des lieux saints, des lieux sacrés. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de rentrer dans une église, c'est plus pour le côté architectural, ça m'interpelle. Mais une fois que je suis à l'intérieur d'une église, je ressens quelque chose, oui. De l'ordre d'une présence divine, même si vous ne pouvez Je ne pas sais la nommer. exactement, Voilà. mais je me sens investi comme si on rentrait dans un restaurant ou dans un magasin ou quoi que ce soit. C'est les ondes que ça peut dégager. C'est la même chose, c'est le même principe. Ça, j'y crois profondément, par contre. C'est le même principe aussi que pour les mortels, on va dire. C'est qu'en fonction des personnes avec qui vous êtes, vous avez des ondes qui sont complètement différentes. Vous avez, quand vous dites « je ne sais pas prier », je trouve que c'est faux, parce que vous avez une manière de prier bien à vous quand vous entrez sur un terrain avec l'arbitre. Vous voulez le raconter vous-même? Ben ça, c'est en hommage de mon frère. Voilà. En hommage de mon frère. Mon frère est mort au début de ma carrière, donc ça m'a suivi pendant toute ma carrière. À chaque fois que je rentrais sur un terrain, avant même que l'arbitre siffle le coup d'envoi, il fallait que j'aille toujours au même endroit de la surface de réparation, c'est-à-dire côté droit. Je prenais quelques brins d'herbe à l'intérieur, je les ôtais, je me disais à chaque fois les mêmes mots dans la tête. C'était toujours en direction de mon frère décédé. Ça me procurait de la force. Oui, moi je prends ça pour une prière en tout cas. Oui, et je anecdotique, m'interdisais d'avoir des comportements irrespectueux sur un terrain du fait justement de tout ce protocole, on va dire. On va laisser la parole maintenant au frère Geoffroy-Marie, qui est également prêtre de la communauté Saint-Jean, qui intervient dans cette émission régulièrement, Emmanuel Petit, pour poser une question à nos invités qui a toujours plus ou moins rapport avec la spiritualité. Alors, on va écouter la question du père Geoffroy-Marie. Il s'agit de la question tombée du ciel. Bonjour Emmanuel. Vous avez osé souvent dénoncer la face sombre du foot avec toute son ouverture à l'argent et à la corruption. En même temps, vous avez une haute estime du sport et vous avez dit très justement que le sport pouvait contribuer grandement à la construction de la personne humaine, tant au point de vue physique que mental. Alors, imaginez qu'on vous nomme ministre des Sports. Quelle serait la première réforme que vous feriez pour justement aider à ce que le sport prenne toute sa finalité humaine ? Alors, vous allez peut-être le découvrir avec nous, Emmanuel Petit est ministre des Sports. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais ce serait un challenge intéressant. Il y a eu d'autres sportifs avant vous, ministre des Sports. Donc, voilà, on peut plus ou moins douter, comme vous le faites, de la qualité du ministère. Mais voilà, c'est vous maintenant. Qu'est-ce que je ferais la première réforme? Oui, sachant que vous voyez elle est évidente, la première. Ah ouais, alors. Pour moi, elle est évidente. J'essaierai de convaincre le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale ou le Sénat qui acte toujours les décisions de l'Assemblée nationale. J'essaierai justement de construire un pont entre l'éducation nationale et le ministère des Sports. Je trouve que le sport n'a pas sa place, la place qu'il mérite dans la société française. Il l'a dans les médias. Il l'a dans les médias, il l'a dans le côté passionnel, dans le côté ludique, parce qu'on est quand même des dizaines de millions de sportifs chaque week-end. Donc il y a vraiment une réelle densité sportive en France, même associative. Et le problème, c'est qu'une certaine élite politique, voire intellectuelle, ici en France, considère le sport comme l'opium du peuple. Hein. Comme si c'était, avec un regard assez condescendant, je ne dirais pas une certaine arrogance, mais presque. Et je trouve qu'il faudrait s'inspirer un petit peu de ce que font certains voisins européens ou certains pays anglo-saxons dans l'importance, justement, dans le noyau que peut représenter le sport dans la société moderne,
dans l'émancipation des individus, dans la construction physique et intellectuelle, mentale, dans la lutte contre le racisme, les discriminations, contre toutes les dérives que l'on peut avoir. Le sport n'est pas une réponse à tout, mais c'est un début de réponse dans beaucoup de problèmes. Je trouve que si nos élites politiques faisaient un peu plus de sport, on aurait un peu moins d'imbécilité au pouvoir. Voilà, et au passage, moi, ça me fait penser à un morceau de votre livre où vous parlez de la récupération politique de cette victoire du 12 juillet 98. Donc, les politiques qui descendent tous dans la loge, vous êtes partis vous mettre un peu à part, pas envie d'être sur les photos. La Garden Party à l'Élysée, remise de la Légion d'honneur à tous les joueurs. Ça aussi, la Légion d'honneur. Ça, vous n'avez pas aimé, mais vous l'avez accepté quand même. Je sais pas, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que du racolage politique, on n'est pas naïf. On vient de terminer justement la campagne présidentielle. On s'est aperçu que tous les coups bas étaient permis. Et je trouve qu'il y a une vulgarisation de la dernière campagne présidentielle qui a atteint des sommets. Je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu à l'image de la France. Donc ça serait bien qu'on rectifie le tir à ce niveau-là. Mais je n'ai pas aimé dans la mesure où ça ne me dérange pas qu'on nous utilise pour envoyer des messages ou pour faire du racolage politique. Par contre, il faut aussi qu'il y ait un retour des choses, un retour sur la monnaie. Je m'entends, c'est que ce que je viens de dire précédemment, c'est que arrêtez de regarder les sportifs comme des imbéciles, comme des gens incultes, comme s'ils n'étaient là simplement que pour l'intérêt du gain. Il y a une autre dimension dans le sport qui est beaucoup plus grande que le simple fait d'un Sénat ou d'un Conseil de ministres. Enfin, quand vous dites l'appât du gain, alors il y a quelque chose qu'on doit quand même vous reconnaître, c'est que vous n'hésitez pas à afficher vos salaires. Oui. Dans ce livre, ça m'a soufflé. C'est pas très français comme tradition, ça. Et quand on voit les montants astronomiques et qui sont des montants, on parle d'il y a 15 ans, là, hein, il y a 10 ou 15 ans, donc on se doute bien qu'aujourd'hui c'est encore beaucoup plus fort. On se dit, enfin, c'est fou, quoi. Vous gagnez en un mois ce que des gens ne gagneraient pas en une nuit. Donc, comment on gère ce rapport à l'argent ? Très, très mal, surtout dans un pays comme la France. Et vous, particulièrement, vous l'avez géré comment quand vous avez commencé à gagner beaucoup d'argent, enfin, s'acheter un appart à 18 ans Acheter mon premier appart à 17 ans, j'étais un peu un fourmi dans mes placements. C'est-à-dire que j'étais très économe. J'ai rarement été un flambeur. Vous avez beaucoup d'immobilier, c'est toujours un marché extrêmement qui vous généreux passionne. avec mon entourage. D'ailleurs, aujourd'hui, mes banquiers me tirent la sonnette d'alarme parce que je suis un panier percé, contrairement à ce qu'on peut véhiculer en Normandie. On a plus des oursins dans les poches. Moi, je suis un panier percé. Mais c'est vrai que je comprends justement tout le système, la structure économique qui gère justement le football professionnel. Je ne parle pas des autres sports, mais le foot professionnel, on est quand même très très loin des sommes véhiculées dans certains sports. Néanmoins, quand on voit l'économie, on est quand même le 5e ou 6e sport mondial le mieux rémunéré. Avant, vous avez quand même les pilotes de Formule 1, les basketteurs, les footballeurs américains, les boxeurs, les tennisman. Enfin, vous en avez pas mal quand même. D'accord. Vous n'allez pas prendre Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour être le porte-drapeau de la masse salariale européenne ou mondiale. Ça n'a rien à voir. Oui, j'ai souvent eu un rapport un petit peu complexe avec l'argent, dans la mesure où on est élevé traditionnellement dans un certain autisme en France par rapport à ça, où on même voire une culpabilité. D'ailleurs, on l'a vu lors des dernières élections présidentielles. Les Français et l'argent, c'est je t'aime moi non plus. C'est presque un mariage surtout forcé. Moi non plus. C'est presque un mariage forcé. Donc, on n'arrive pas à se décomplexer, à avoir une attitude un peu responsabilisée. Et surtout, on n'arrive pas à s'inspirer un petit peu des succès que peuvent avoir certaines personnes dans l'économie, d'une façon générale française. On a plutôt tendance à les pointer du doigt, à les prendre pour des vilains petits canards. Donc c'est le rapport avec l'argent qui me pose un réel problème en France. Vous avez plus de culture anglo-saxonne sur ce point-là. Je n'ai rien contre les gens qui gagnent des fortunes, à partir du moment où ils le méritent. C'est tout. Est-ce que les footballeurs méritent de gagner autant, à votre avis? Enfin, footballeurs, judokas, boxeurs... Allez demander aux supporters de Chelsea après le match, lorsqu'ils viennent de gagner contre le Bayern samedi dernier, la finale Champions League. Vous les voyez, le bonheur, la joie qu'ils peuvent avoir. Ce sont des joies spontanées, ce sont des émotions tellement vraies, tellement intègres, qu'on ne peut pas les comparer avec d'autres branches de métier. Le sport, c'est de l'émotion instantanée, brute. Vous en prenez plein la tête, que ça soit en bon ou en mal.
Est-ce que c'est pour ça que, pour rendre un peu de ce que vous avez reçu aussi, que vous vous investissez dans des associations caritatives? Je pense notamment à une association qui s'appelle Huntington, du nom d'une maladie, France. On va peut-être déjà expliquer ce que c'est que cette maladie et pourquoi vous vous êtes associé. C'est une maladie dégénérescente qui touche des parties du cerveau. Enfin, vous allez souvent, c'est la mort certaine, quoi. Donc, c'est une maladie qui est très peu connue dans le monde, en France également. Moi, j'ai découvert le nom avec vous, quand j'ai vu que votre nom était associé. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de fonds débloqués pour lutter, parce que les gens qui sont touchés par cette maladie, par rapport à la population mondiale, c'est pas la même chose si vous traitez le malaria ou des choses comme ça. Là, on vous voit en photo avec la présidente de l'association. Louise-Marie Morton. Voilà. Donc j'essaye de les aider du mieux que je peux, donc c'est pas évident, mais c'est une maladie qui m'a touché parce que on voit la détresse, le désespoir que des patients, je les appelle les patients. Que vous avez rencontrés malades, forcément. Très très peu, mais les familles aussi, les proches. C'est atroce, ce que vous vivez au quotidien. Ils sont condamnés, ces gens-là? Quand on a la maladie Huntington, on n'en réchappe pas? L'issue, généralement, on la connaît. D'accord. Et ce qui vous a touché, c'est que ça touche le cerveau, de même que votre frère Olivier c'était une rupture d'anévrisme, donc c'est le cerveau. C'est ce lien-là qui fait que c'est cette maladie-là? Non, c'est le fait. Moi, la détresse, la souffrance humaine, ça me touche terriblement. Je suis comme le commun des mortels. Lorsque je vois quelqu'un souffrir, quelqu'un pleurer, ça me procure des émotions extraordinaires, comme s'il y avait une connexion qui s'instaurait. De souffrance à souffrance. Oui. Je trouve beaucoup. Je prends vraiment des pincettes pour le dire. Je trouve qu'il y a une beauté beaucoup plus grande dans la douleur que dans le bonheur. Ah oui, il faut prendre plein de pincettes. Oui, il faut essayer de comprendre. C'est parce que peut-être vous arrivez à donner un sens à cette souffrance aussi. Oui, à ça. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que lorsque les choses vont bien, lorsque vous êtes, vous baignez dans le bonheur, tout le monde est content, il n'y a pas de souci. C'est à travers la souffrance, la douleur, à travers vraiment le grand désespoir que vous vous rendez compte vraiment de la grandeur des âmes, des personnes qui vous entourent. Et c'est là où je trouve qu'il y a une beauté dans la douleur, c'est qu'il y a une sincérité extrême lorsqu'on souffre. Lorsqu'on est dans le bonheur, il y a une sincérité également, mais je pense que des fois, elle est teintée par quelque chose qui vient un petit peu la travestir. Il y a quelque chose de très spirituel dans oui, dans je vos sais, propos. je suis un peu compliqué des fois à suivre. Non, c'est pas compliqué, c'est spirituel. Le site internet de l'association va s'afficher pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient faire des dons. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour Huntington France, par exemple? Pas grand-chose. Non, mais j'ai essayé vous parrainez, donc vous mettez votre nom au service d'eux. Avec Stéphanie Cassan, qui est très très proche aussi de pas mal d'associations, qui fait un travail remarquable aussi. Elle a essayé de mettre en place, elle y est arrivée, des ventes aux enchères de tableaux qui ont été peints par des célébrités. On a récolté des dizaines de milliers d'euros. On a fait aussi d'autres ventes aux enchères par Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui est venu dans cette émission il y a peu de temps. Exactement. Et ça, plus on a plein d'idées. À l'heure actuelle, j'essaye de montrer un projet aussi de vente aux enchères caritatifs d'objets appartenant à des sportifs connus, mais quelque chose de pérenne, pas quelque chose de ponctuel. Parce que genre quoi, un maillot maillot, chaussures, ça peut être aussi un objet personnel. D'accord. Et si le site a du succès, on souhaite l'ouvrir également à tous les artistes, chanteurs, acteurs et autres. Moi, je considère que ce sont des choses qui peuvent paraître banales, mais ça peut avoir une portée aussi importante d'un point de vue émotionnel pour beaucoup de fans ou de gens qui sont collectionneurs, tout simplement. Donc, des petites actions, mais qui peuvent paraître futiles, mais qui peuvent aussi avoir une portée. Je veux dire, quand vous faites quelque chose, vous connaissez le début, vous ne savez jamais la fin. Et lorsque vous arrivez justement à cette fameuse finalité, ça peut vous amener sur d'autres chemins. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui entreprennent, parce que ce sont eux qui font vivre le monde. Alors, il y a cette association-là. Il y a aussi une association que vous parrainez depuis longtemps, les Minots du Golfe, qui se propose de fournir
des fauteuils Roulant, oui. roulants, tant qu'à faire, à des personnes handicapées. Il y a d'autres associations comme ça. Vous avez préféré restreindre votre parrainage pour pouvoir être plus efficace et plus présent. Enfin, comment vous À un moment donné, parce que vous êtes multi-sollicité. Alors que les Minots du Golfe, c'est avec Jean d'Alençon, un ami de longue date, qui donc par définition habite dans le golfe de Saint-Tropez, et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, notamment pour les personnes réduites au niveau de l'accessibilité dans certains endroits. Donc on a inauguré l'année dernière, ça fait quand même 12 ans maintenant que l'on fait chaque été, on prend des journées entières où la base nautique de Grimaud est réservée pour tous les handicaps, pas simplement la trisomie ou quoi que ce soit, c'est tous les handicaps sont les bienvenus et ils font toutes sortes de sports nautiques, accompagnés évidemment avec des éducateurs, des gens formés et autres. Il y a ça, il y a aussi pas mal d'actions que l'on fait pour les jeunes de façon générale. On essaie aussi de sensibiliser toutes les grandes entreprises de la région, donc d'avoir essayé une certaine cohérence. Mais ce qui m'intéresse aussi derrière, c'est très très bien, mais il faut ça débouche sur quelque chose. Donc depuis quelques années, avec justement tout le travail associatif que l'on fait depuis maintenant plus de 20 ans, on s'aperçoit que ce monde associatif est quand même un monde où tout le monde se connaît. Donc en fonction des handicaps que vous choisissez, vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres associations, et vous allez avoir des projets en commun, comme là à l'heure actuelle, où l'année dernière, nous avons créé avec l'association Carisport, nous avons créé le premier fauteuil ascensionnel, pour le parachute ascensionnel pour les handis, avec qui atterrit et tout, en pleine mer et tout. C'était sublime. On a fait le lancement l'année dernière dans le bassin de Saint-Tropez avec les handis, et ça a été une journée extrêmement chargée d'émotions. J'ai vu les handis pleurer, les parents pleurer. Parce que d'un seul coup, vous leur offrez de la liberté. Exactement, comme si le handicap était... Mais il faut changer les mentalités, le regard des gens. Donc le film Intouchable, qui a une portée considérable, un peu à l'image des ch'tis, mais il ne faut pas que ça soit une finalité, il faut que ça débouche sur d'autres choses. Donc il faut changer les mentalités. C'est très très dur, c'est un travail de sape. Est-ce que, après le succès du 12 juillet 98, qui a été une sorte de point culminant, on va dire, dans votre carrière, le succès est arrivé. Il y a eu pas mal de virages dans votre vie à ce moment-là. Vous avez assez mal géré le succès, j'imagine, comme beaucoup des autres footballeurs ou de gens à qui un truc énorme arrive comme ça. Est-ce que c'est une manière de rattraper un peu cette période-là très très agitée dans votre vie, ou de se dire, bon, mon succès, j'en ai bien profité, des fois de manière un petit peu, bon voilà, là je vais le mettre pour des causes sérieuses, quoi. J'ai toujours été attiré par le côté associatif, par la générosité qu'on pouvait donner ou dégager. À un moment donné, je me suis perdu quand j'étais joueur de foot. Alors, est-ce que c'est après les succès avec l'équipe de France ou dans mes clubs respectifs? Je ne le pense pas. Je pense que c'est du fait des rencontres avec certaines personnes. Je pense que j'étais un petit con, faut dire ce que c'est, il faut mettre les mots là où ils font. Ah ouais, vous êtes je suis extrêmement sévère avec vous-même. Je suis sévère avec les gens d'une façon générale parce que je suis extrêmement sévère avec moi-même. D'accord. Et alors c'est vrai que quand vous avez des gens autour de vous qui passent leur temps à vous dire que vous êtes magnifique, exceptionnel, voilà, ça devient grisant. Et au bout d'un moment, vous commencez à ressembler à tout ce que vous détestez finalement. Côté superficiel, à outrance, des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. C'est du bling-bling en permanence. Donc, j'ai pas été éduqué comme ça. Même, j'ai baigné dans un milieu très égocentrique, très représentatif à travers les médias et aussi avec des sommes, vous l'avez dit, colossales. Mais ce n'était pas ma finalité. Je n'ai jamais fait ce métier pour gagner de l'argent. J'ai fait ce métier pour rendre fiers mes parents, tout simplement, quoi. Et lorsque j'ai vu que j'étais redevenu un petit peu ce petit con adolescent qui portait le désespoir autour de lui en permanence, après justement le mondial, je me suis aperçu que je recommençais à déverser autour de moi, pas une forme de désespoir, mais de la déception autour de moi, des gens vraiment proches de moi. Parce que je me suis perdu, je me suis trompé de chemin. Et je me suis laissé griser, entraîner par des personnes qui n'étaient qu'intéressées à être dans mon entourage. Oui, par votre argent, votre célébrité. Exactement. Ça a duré combien de temps, cette période-là?
Oh, rassurez-vous, l'expérience de mon adolescence m'a servi, puisque je suis très vite retourné. Mais ça a quand même duré, on va dire, de 98. C'est bizarre d'ailleurs. Enfin, de 98, j'ai dû mettre 3-4 ans avant de m'en rendre compte. Ouais. D'accord. C'est bizarre parce que je me suis réveillé, je me rappelle plus si c'était en 96 ou en 97. À l'époque, j'habitais à Aise, Aise village, donc sur la Côte d'Azur, à côté de Monaco. Et un jour, je me suis réveillé. À la suite de la mort de mon frère, je suis arrivé très très vite en équipe de France. J'ai connu des succès tout de suite, j'ai gagné des titres. Je faisais partie, j'étais un des fers de lance, un des symboles de la nouvelle génération. Beaucoup d'espoir en moi, enfin bref. Tout. Et puis, une fois que j'étais arrivé en haut, qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a plus rien. Donc, une lassitude m'a envahi. Et je suis retombé. J'ai été beaucoup moins professionnel, moins performant. Et je suis redevenu un sportif lambda, anonyme. Et c'est un jour, je me suis réveillé en me disant, Manu, réveille-toi, tu es en train de foutre ta vie en l'air. Tu es en train de passer à côté de ton destin, en fait. Et donc, à 6 ans d'intervalle, j'ai revécu ce même genre d'émotion. Donc, c'est bien de temps en temps de se prendre des coups de pied au cul. Et ça m'a beaucoup servi. Mais c'est bien aussi d'apprendre de ces coups de pied au cul. De ne pas attendre que les autres vous en mettent. Il faut se les mettre soi-même de temps en temps. Je sais que c'est difficile de se mettre un coup de pied au cul. Mais les autres le font pour vous. Il y a eu Emmanuel Petit, à partir de ce moment-là, il y a eu votre deuxième vie. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont arrivés. Alors, c'est toujours le premier, en l'occurrence la première, pour vous, qui fait une sorte d'électrochoc. Les autres, on commence à s'habituer un petit peu. Mais bon, la paternité, c'est quand même pas rien. Ah non. Surtout que vous avez voulu l'investir, Oui. cette paternité. Et pour en parler, vous nous avez très gentiment apporté un poème de Victor Hugo, magnifique. Alors, il est un peu long, donc c'est un poème qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Quelques passages, alors si vous le pensez trop long. Je suis désolé. Mais... Alors, c'est un poème de Victor Hugo. Oui, c'est un poème de Victor Hugo. Alors, je vais essayer. Alors, ce sont des choses qui arrivent, c'est du direct. Hein, Oui, donc, pardon. hop, Veuillez on remet m'excuser. le micro, il n'y a aucun souci. Alors, il est un peu long, donc je ne sais pas si vous avez l'intention que je vous lise entièrement, mais c'est... Choisissez les passages peut-être les phrases qui vous ont peut-être le plus mais il y marqué, a ou le début. tous les passages, pour moi, c'est tellement vrai. Donc, il faut quand même savoir une chose. Je suis papa de 3 filles, une blonde, une brune, une rousse. Donc, Ça ne s'invente pas. le bon Dieu m'a bien servi. Mais en même temps, il faut savoir que jusqu'à l'âge de mes 30 ans, je ne voulais pas avoir d'enfant. Ouais. Je ne me sentais pas capable d'éduquer un enfant, je ne me sentais pas capable de donner de ma personne à un enfant, de me sacrifier justement pour l'éducation, le bien-être d'un enfant. Et qu'est-ce qui fait qu'à 32 ans, c'est-à-dire au moment où vous êtes arrivé aux petites filles, c'est parce que ça s'est passé comme ça, ou vous vous sentiez prêt? J'étais un sportif accompli, j'avais connu toutes les joies et déceptions inimaginables dans ma carrière, et qu'en tant qu'individu, je trouvais qu'il y a une vie professionnelle et une vie privée. Pour moi, la vie professionnelle ne doit pas être omniprésente dans la vie privée. Par contre, la vie privée doit être le dénominateur commun de votre vie professionnelle. Vous voyez? Oui, tout à fait. Alors, on va vous écouter, Emmanuel Victor Petit. Hugo, son poème s'intitule « Lorsque l'enfant paraît ». Et c'est marrant parce que je me suis remis à le lire la semaine dernière, quand j'ai refait mes recherches, parce que j'arrivais pas à remettre le nom dessus. Et quand j'ai relu ce poème, je me suis dit que ça prenait vraiment toute son ampleur, toute sa grandeur, pour celui qui a la chance d'être parent. Donc je vais vous lire On vous écoute. quelques phrases. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin ait verdu mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On rit, on se réécrit, on l'appelle et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons en remuant la fable de patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme qui s'élève en priant. L'enfant paraît, adieu le ciel et la patrie et les poètes saints, la grave causerie s'arrête en souriant. Il y en a encore plein, mais... Est-ce que quand vous êtes devenu papa, vous avez eu la sensation de... Je sais que vous, dans les équipes que vous avez traversées, vous avez du mal à trouver votre place parce qu'on vous a joué défenseur, quand vous vouliez être plutôt au milieu de terrain. Enfin bon, il y a toujours une question de place vous concernant. C'est vrai, hein? Là, j'ai bien trouvé ma place, par contre. Est-ce que là, quand on devient père, en tout cas tel que vous l'avez vécu, vous avez eu la sensation de trouver votre place dans votre vie? Ce sont les enfants qui me l'ont donné, cette place. C'est vrai, mais c'est tellement vrai ce que vous dites.
c'est que je me suis cherché un but dans la vie à travers mon métier, à travers tout ce que j'ai pu entreprendre également. J'ai eu 2 divorces auparavant. Même si j'ai rendu pas mal de gens heureux, j'ai rendu aussi beaucoup de gens malheureux. Mais vous dites que le divorce, c'est l'expérience la plus douloureuse après le décès. Oui, c'est horrible, surtout lorsqu'il y a des enfants au milieu. Je crois que la personne qui a déjà connu un divorce avec des enfants sait très bien de quoi je parle. Mais le fait d'avoir eu des enfants m'a permis justement d'avoir un but et surtout de prendre du recul sur la vie et on ne va pas dire de relativiser les choses, mais disons que de mettre de l'importance sur chaque chose. Tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais que pour mes enfants, je ne le fais pas pour moi. Parce que si je m'écoutais, je ferais autre chose. Mais je le fais, oui, je Quoi ? fais. Vous feriez quoi, Emmanuel Petit, si vous n'aviez pas d'enfant aujourd'hui ? Je suis un boulimique de travail, donc à l'heure actuelle, je suis impliqué dans pas mal de domaines différents, en dehors de mon travail de consultant pour différents médias, français ou étrangers. Je suis un boulimique de travail. À la fois, c'est pour ça que je suis très complexe comme personnage. Je peux à la fois me prélasser pendant une semaine non-stop sur un transat à 10 000 km de Paris, comme je peux travailler non-stop pendant des semaines et des semaines sans prendre un jour de repos. Comme disait Arsène Wenger, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris au milieu. Ah oui, vous êtes d'accord finalement. On va raconter rapidement ce que vous faites. Donc, vous avez une entreprise ou une entité Je suis actionnaire depuis beaucoup d'années de groupes qui sont et qui s'appelle Kentaro, qui est dans les droits télévisuels sportifs français, Voilà. dans le sponsoring, marketing, organisation d'événements sportifs, de matchs et autres. L'autre s'appelle Netcosport, où nous sommes spécialisés dans la création d'applications mobiles dans le sport, pour tous les supports, on va dire, multimédia, qui marchent bien également. Et j'ai eu d'autres vies également auparavant, dans la mode, dans la restauration, j'ai eu des restaurants, j'ai eu des magasins. C'est pour ça qu'on a marqué ex-footballeur et entrepreneur, parce Oui. qu'il y a ce côté-là chez vous aussi. J'adore, quoi. mais je vais revenir sur ce que je vous disais. J'ai des projets dans ma tête depuis très très longtemps. Et alors je ne sais pas si ça coïncide avec l'ère du temps aujourd'hui, mais il s'avère que quand j'écoute tous les chefs dirigeants à travers les pays, quand je sens la masse gronder, commencer à sortir les crocs si on ne rectifie pas les choses, c'est plus des crocs, mais ça va être des morsures qui vont arriver. Donc j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur. Mais c'est un projet qui peut paraître utopique, mais je veux lutter contre tous les lobbying qui peuvent exister à travers le monde, le protectionnisme qui, à mon avis, tue la liberté des gens. Et j'ai un projet qui est ici. Je ne suis pas du tout compétent pour le mettre en place, mais je me dis que si j'avais la possibilité de le faire, tant financièrement mais au niveau des compétences, je le mettrais en place et ça serait une alternative justement pour simplifier. Je voulais créer une coopérative immobilière. Je veux créer une coopérative immobilière où, avec des matériaux à bas prix, mais très performants au niveau de l'isolation et autres, ou aussi des panneaux solaires, récupération d'eau avec des potagers où les légumes seraient revendus dans une coopérative. Je veux créer pas des lotissements, pas des ghettos, parce que c'est facile de mettre des étiquettes, mais donner la possibilité aux primo-accédants, mais même aux gens qui n'en ont pas les moyens, de financer une maison qui, sur la durée, s'autofinance et vous rapporte de l'argent, et de récolter l'électricité, de le revendre à des grands opérateurs, de récolter de l'eau, d'être indépendant, autonome. Aujourd'hui, on nous oblige à vivre d'une façon générationnelle dans des dictates de consommation qui ne favorisent que les lobbying de grands groupes à l'heure actuelle. Et c'est ça que je regrette, c'est qu'il y a des alternatives à toute la problématique qu'on en a aujourd'hui. Tout le monde connaît les solutions, personne ne veut les mettre en place, parce que c'est du protectionnisme. Alors là, gageons que ce message ne restera pas sans effet. Voilà, vous avez entendu l'appel d'Emmanuel Petit. Il manque un peu de temps pour faire tout ça, mais le courage et les idées sont là. Vous savez, les solutions à l'heure actuelle, au grand désarroi, au grand désespoir que connaissent une grande majorité de gens, pas seulement en France, mais dans le monde entier, les solutions, elles sont toutes simples. Personne ne veut les mettre en place. Moi, j'écoute les politiciens, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Je n'ai jamais eu ma carte d'électeur et je ne l'aurai jamais tant que je ne me reconnaîtrai pas
dans un homme politique ou un parti politique. Je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni du milieu, ni de ce que vous voulez. Je ne me reconnais dans rien du tout à l'heure actuelle. Depuis que je suis né, je passe mon temps à regarder avec une certaine désinvolture tout ce qui se passe au niveau. Et pourtant, je suis très imprégné des problèmes que peuvent rencontrer les gens d'une façon générale. Les solutions, elles sont omniprésentes. Mais les gens nos politiciens passent leur temps à rejeter la faute ou à rejeter les conséquences sur la personne lambda. Quand vous avez une trentaine de places financières opaques à travers le monde, que vous avez des milliards et des milliards qui sont exilés au niveau fiscal ou même dans la responsabilité civique, c'est quand même pas moi qui ai inventé la Suisse, le Luxembourg, les Guernsey, Andorre, j'en passe des meilleurs, les Bahamas et autres. Les îles Caïmans. Donc, supprimer ces places financières, vous avez une réponse à la dérive qui se passe à l'heure actuelle. Emmanuel Petit, on s'est complètement planté. C'est pas ministre des Sports qu'il faut vous nommer, c'est ministre du Logement. Mais il y a quelque chose à faire. Alors, malheureusement, on va être obligé de terminer cette émission, mais c'est quand même très intéressant et ça ouvre tout un champ de réflexion. Ce que vous êtes en train de dire, on va vous présenter 2-3 personnes bien placées. Dites voir, question de pur fan de foot qu'on me souffle dans l'oreillette. Oui. Moi, toute seule, je n'y aurais jamais pensé. Vos pronostics pour l'Euro 2012 qui arrive en juillet, c'est ça ? Qui arrive en juin. En juin, vous voyez. Ça commence première semaine de juin, ça se termine début juillet. La question difficile, en plus, qui est... Je pense que les 2 dernières années, depuis la prise de fonction de Laurent Blanc, avec le problème de Neissner, il a fallu reconstruire un groupe tant à la fois mentalement que physiquement sur le terrain. Je trouve que pour l'instant, il se débrouille pas trop mal. On a un groupe qui a été magnifique dans les matchs dits amicaux, sans enjeu, mais contre les meilleures formations du foot mondial. On a gagné les 3 matchs, Angleterre, Brésil, Allemagne. Donc on va gagner l'Euro ? Je ne dis pas qu'on va gagner l'Euro. Je dis le seul bémol que j'ai à l'heure actuelle, c'est le degré physique des joueurs, de certains joueurs cadres de l'équipe de France. Par contre, je crois profondément à cette équipe. Je pense qu'elle est capable d'aller... Je ne pense pas qu'elle soit capable de gagner l'Euro, c'est trop tôt. Par contre, pour l'Euro en 2016 en France, pourquoi pas ? D'accord. Mais je trouve qu'elle a la possibilité d'intégrer le dernier carré. 2016, donc ça me laisse encore pas mal de temps pour racheter une louche et une casserole, pour aller taper dessus dans les rues quand on aura gagné. Je vous remercie beaucoup parce que cette émission, Emmanuel Petit, a été, je trouve, très féconde. Merci. Et c'est agréable de vous voir serein. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déposées. Et je voudrais saluer tout particulièrement votre frère Olivier qui nous regarde là où il est. David et mes parents. Et enfin particulièrement Olivier en lui confiant cette émission, en lui remerciant d'avoir été là lui aussi. Merci Emmanuel Petit, bonne continuation.